Un homme de 93 ans retrouvé mort dans un abri de jardin. Un cordon électrique enroulé autour de son cou. S'affaire classée. Non, sauf que l'homme était Rudolf Hess, le député d'Hitler, le deuxième nazi le plus puissant du monde. Et pendant 46 ans, il avait été le prisonnier le plus surveillé de la planète. Pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'il savait. En 2025, des documents classifiés ont enfin été révélés. Et ce qu'ils ont révélé n'a pas seulement réécrit la mort d'un homme. Ils ont exposé un réseau de trahison aristocratique, de connexions royales et d'une dissimulation coordonnée qui s'étendait du palais de Buckingham à Berlin. 4 nations le gardaient, 40 gardes surveillaient chacun de ses mouvements. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, un vieil homme frêle qui pouvait à peine lever les bras a réussi à se pendre sans que personne ne s'en aperçoive. Où l'a-t-il fait ? L'histoire des officiels dit suicide. Mais les preuves racontent une toute autre histoire. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les gouvernements des deux côtés de l'Atlantique ont passé 8 décennies à s'assurer que cet homme ne parle jamais. Restez avec moi car la vérité derrière la fuite, l'emprisonnement et la mort de Rudolf Hess vous donnera des frissons. L'année était 1941. L'Europe était en feu. Les villes s'effondraient sous les bombes allemandes. Des millions de soldats mouraient sur les champs de bataille de la France à la frontière soviétique. Londres venait d'endurer 3 jours consécutifs des bombardements les plus intenses de toute la guerre. La Chambre des communes était littéralement en flammes à cause des bombes incendiaires allemandes. Et au milieu de tout ce chaos, l'un des hommes les plus proches d'Hitler a fait quelque chose de si bizarre que même ses plus proches alliés pensaient qu'il avait perdu la raison. Rudolf Hess, député Führer de l'Allemagne nazie, est monté à bord d'un avion de chasse Messerschmitt Bf 110 modifié et a volé en solo dans le territoire ennemi. Pas d'escorte, pas de soutien, pas de permission. Juste un homme volant à 1000 miles à travers la mer du Nord, droit au cœur de la Grande-Bretagne pendant la guerre la plus meurtrière de l'histoire humaine. Au moment exact où la haine britannique pour l'Allemagne était à son comble. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Ce n'était pas une décision impulsive prise dans un moment de panique. Hess avait planifié cela pendant des mois. À partir de fin 1940, il a suivi un entraînement de vol secret dans des aérodromes cachés loin des regards indiscrets. Il ne se contentait pas de rafraîchir de vieilles compétences. Il s'entraînait spécifiquement pour cette mission. Il avait fait modifier l'avion avec des réservoirs de carburant supplémentaires afin qu'il puisse effectuer le voyage sans s'arrêter. Il a installé une boussole radio spéciale pour l'aider à naviguer à travers la traîtresse mer du Nord. Il a étudié la géographie côtière britannique, mémorisé les routes de navigation et répété l'ensemble du trajet de vol jusqu'au dernier détail. Chaque soir, sous le couvert de la surveillance militaire, il pratiquait des itinéraires aériens et perfectionnait sa navigation uniquement à la boussole. Il savait exactement où se trouvaient les stations radars britanniques. Il connaissait les schémas de patrouille des chasseurs de la RAF. Il avait même calculé l'heure précise du coucher de soleil pour s'assurer qu'il arriverait sous le couvert de l'obscurité. Ce n'étaient pas les actions d'un fou. Ce étaient les plans de quelqu'un suivant une mission soigneusement calculée. Le 10 mai 1941, juste au moment où le soleil se couchait, Hess a décollé de l'aérodrome d'Augsbourg. Il a volé vers le nord au-dessus du Danemark, puis a tourné vers l'ouest à travers la mer. Le radar britannique l'a repéré presque immédiatement. Ils ont suivi son signal. Ils ont envoyé des Spitfire pour intercepter. Les batteries anti-aériennes ont demandé la permission d'ouvrir le feu. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. La permission a été refusée. Pendant près de 5 heures, Hess a volé sans être contesté dans l'espace aérien britannique. Pas de balles, pas de résistance, rien. Certains historiens ont suggéré plus tard qu'il avait reçu un corridor aérien, ce qui aurait été impossible, à moins que quelqu'un du côté britannique ne l'attende. Quand son carburant a manqué près de l'Écosse, Hess a sauté en parachute dans le ciel nocturne et a atterri dans une ferme près de Glasgow. Il s'est blessé à la cheville à l'impact et a attendu dans un champ jusqu'à ce qu'un agriculteur local nommé David McLean le trouve en train de boiter dans l'obscurité. Maintenant, imaginez-vous être cet agriculteur. Il est presque minuit, vous entendez un avion s'écraser au loin, puis un étranger en combinaison de vol émerge de votre champ en parlant un anglais parfait. Les premiers mots sortis de la bouche de Hess étaient glaçants. Il a dit qu'il était le capitaine Alfred Horn et qu'il avait besoin de rencontrer immédiatement le duc de Hamilton. Pas un fonctionnaire gouvernemental, pas un commandant militaire, pas n'importe qui du cabinet de guerre de Churchill. Un duc, un aristocrate britannique qu'il n'avait même jamais rencontré en personne. Pourquoi lui ?
De toutes les personnes en Grande-Bretagne, pourquoi Hess était-il si désespéré de rejoindre cet homme spécifique? La connexion remontait au mentor de Hess, le professeur Karl Haushofer, qui avait rencontré le duc lors des Jeux olympiques de Berlin en 1936. Haushofer avait décrit Hamilton comme sympathisant de la paix entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Et Hess n'a jamais oublié cela. En quelques heures, les autorités britanniques ont réalisé exactement qui elles avaient capturé. Le deuxième nazi le plus puissant du monde venait de tomber entre leurs mains sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Mais au lieu de célébrer autre chose s'est produite. Silence. Pas de conférence de presse, pas de photographie, pas d'annonce triomphante. S a simplement disparu des yeux du public et le prochain mouvement du gouvernement britannique révélerait à quel point ils étaient vraiment terrifiés. Lorsque Winston Churchill a reçu l'information que Rudolf Hess avait atterri en Écosse, des témoins ont déclaré que sa réaction était glaciale. Pas de célébration, pas de discours patriotique, juste un ordre immédiat. Secret absolu. Hess a été discrètement transféré de la police locale qu'il avait trouvée à la garde militaire. De là, il a été emmené au château de Buchanan, un domaine isolé loin des regards indiscrets. Et en quelques heures, l'homme même que Hess avait demandé est apparu, le duc de Hamilton. Cette première rencontre entre les deux hommes reste l'une des conversations les mieux gardées de l'histoire. Hamilton a ensuite décrit cela comme bref et sans conséquence. Mais ce récit n'a jamais satisfait les historiens qui ont étudié l'événement, car ce que Hess lui aurait dit aurait été une dynamite politique. Selon plusieurs sources, Hess a affirmé qu'il portait un message personnel d'Hitler lui-même. La proposition était simple. La Grande-Bretagne garderait son empire, l'Allemagne dominerait l'Europe continentale et ensemble, ils contiendraient l'Union soviétique. Mais voici la partie qui a fait paniquer Churchill. Hess ne s'est pas contenté de présenter une offre de paix. Il a affirmé que des factions au sein de la propre classe dirigeante de la Grande-Bretagne soutenaient déjà l'accord. Des hommes qui pouvaient persuader Churchill d'accepter s'ils étaient approchés correctement. Et si cette affirmation contenait ne serait-ce qu'un soupçon de vérité, cela signifiait que des membres de l'élite britannique avaient communiqué avec l'ennemi avant même le début de la guerre. Maintenant, cela n'était pas aussi farfelu qu'il y paraît. Vous voyez, dans les années 1930, il y avait un groupe en Grande-Bretagne appelé les Apaisants. Ce étaient des aristocrates riches, des politiciens et même des membres de la famille royale qui croyaient que l'Allemagne nazie n'était pas le véritable ennemi. Pour eux, le communisme était la plus grande menace. L'Union soviétique de Staline s'étendait et ils pensaient que si la Grande-Bretagne s'alignait avec Hitler, il pourrait stopper la marée communiste qui déferlait sur l'Europe. Certains de ces gens avaient ouvertement exprimé de la sympathie pour le fascisme. D'autres avaient assisté à des fêtes et à des rassemblements exclusifs où des diplomates allemands étaient divertis avec du champagne et des conversations polies sur l'avenir de l'Europe. Dans les salons dorés des domaines les plus prestigieux de la Grande-Bretagne, certaines familles nobles débattaient sur la façon de négocier la paix aux conditions d'Hitler. Ils croyaient que le nazisme, bien que laid, était un mur nécessaire contre un sort pire. Et Hitler le savait. Il comptait sur ses sympathies. Et puis, il y avait le duc de Windsor. L'ancien roi Édouard VIII, qui avait abdiqué en 1936, avait rendu visite à Hitler personnellement. Il avait visité l'Allemagne nazie en tant qu'invité d'Hitler. Il avait été photographié en train de faire le salut nazi lors de rassemblements et des fichiers déclassifiés du MI5 confirment maintenant que les services de renseignement britanniques le considéraient comme une menace potentielle pour la sécurité pendant la guerre. Churchill lui-même l'avait expédié aux Bahamas juste pour le tenir éloigné de tout contact allemand possible. Donc lorsque Hess a sauté en parachute en Écosse prétendant avoir des contacts parmi l'élite britannique, il ne racontait pas d'histoire. Il avait des noms, il avait des détails, et c'est exactement ce qui le rendait si dangereux. Churchill avait un choix à faire. Il pouvait juger Hess et risquer d'exposer des sympathisants aristocratiques qui avaient chuchoté discrètement avec l'ennemi. Ou il pouvait enterrer le tout. Il a choisi l'enterrement. Hess a été assigné au major Frank Foley, l'un des interrogateurs les plus compétents du MI6. Foley n'était pas un officier ordinaire. Avant la guerre, il avait fait passer clandestinement des milliers de juifs hors d'Allemagne en utilisant sa position d'agent de contrôle des passeports. Il comprenait la psychologie nazie mieux que presque quiconque dans le renseignement britannique. Pendant plus d'un an, Foley a interrogé Hess, documentant chaque déclaration et recoupant chaque affirmation. Il le rencontrait régulièrement, extrayant des informations morceau par morceau. Mais ces rapports ont été scellés. Aucun procès-verbal n'a été publié au public. Aucune annonce officielle n'a été faite. En même temps, Churchill a rassemblé ses conseillers les plus proches pour une série de réunions non enregistrées à Ditchley Park, loin de Londres. Il n'y avait pas de procès-verbaux, pas de notes, juste des chuchotements sur ce qui avait été discuté derrière des portes closes.
Au lieu de reconnaître ce que Hess avait révélé, le gouvernement britannique a élaboré un récit très différent. Ils ont dit au monde que Hess était mentalement instable, un homme délirant, qui avait volé dans le territoire ennemi lors d'une mission insignifiante motivée par la folie. Mais si cela était vrai, pourquoi l'ont-ils traité comme un invité diplomatique au lieu d'un prisonnier de guerre? Pourquoi ces dossiers ont-ils été enfermés pendant plus de 80 ans? Et pourquoi, selon des documents publiés en 2025, quelqu'un a-t-il commencé à le médicamenter pour le rendre confus? Peu après la capture de Hess, des psychiatres britanniques l'ont examiné et ont délivré un diagnostic commode. Ils ont dit qu'il souffrait de délire paranoïaque, d'amnésie possible et d'hypocondrie extrême. En d'autres termes, il était fou. Sa mission était insignifiante et rien de ce qu'il disait ne devait être pris au sérieux. Le timing de ce diagnostic était incroyablement pratique. Cela a donné au gouvernement britannique exactement ce dont il avait besoin, un moyen de rejeter tout ce que Hess avait affirmé sans avoir à se demander si l'une de ses affirmations était vraie. Mais voici où les choses commencent à se défaire. Malgré son étiquette de mentalement instable, Hess n'a pas été envoyé dans un établissement psychiatrique. Il a été gardé en détention militaire à l'hôpital de Mandev Court sous garde armée et le MI6 a continué à l'interroger pour obtenir des renseignements. Pas pour un traitement, pas pour son bien-être, mais pour des informations. S'il était vraiment fou, pourquoi continuait-il à extraire des informations de lui? Les premières lettres que Hess a écrites depuis sa captivité étaient précises et détaillées, remplies d'observations politiques et d'arguments cohérents. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Son écriture est devenue décousue. Il a commencé à affirmer que des agents invisibles essayaient de l'empoisonner. Il a rapporté des conspirations et des hallucinations. Maintenant, voici le retournement. Des documents déclassifiés de 2025 ont révélé que Hess a reçu des injections fréquentes pendant son temps en détention britannique. Le contenu n'a jamais été officiellement divulgué, mais un rapport divulgué a mentionné des sédatifs expérimentaux administrés sous des exemptions de temps de guerre. Hess perdait-il l'esprit naturellement ou quelqu'un aidait-il ce processus? Ces affirmations paranoïaques d'être empoisonné semblent soudain beaucoup moins paranoïaques si quelqu'un le droguait réellement. Au-delà de l'interférence chimique, des tactiques psychologiques ont été utilisées pour l'isoler complètement. Les gardes ont reçu l'instruction de minimiser les conversations. Son accès aux nouvelles était restreint. La correspondance était fortement censurée. Chaque visiteur était scruté. Son environnement entier était conçu pour supprimer sa mémoire et empêcher toute influence extérieure. En 1942, Hess a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant par-dessus une balustrade. Il a survécu mais s'est gravement cassé la jambe. Il tenterait à nouveau l'année suivante. Certains historiens pensent que c'était des signes d'un effondrement mental réel, mais d'autres soutiennent que Hess avait simplement réalisé la vérité. Il avait été utilisé, piégé et réduit au silence et il n'y avait pas d'issue. Au milieu des années 1940, Hess était devenu une ombre de lui-même. Physiquement présent mais mentalement fragmenté. L'histoire parfaite à couvrir. Un homme trop incohérent pour être cru, trop brisé pour exposer les secrets qu'il portait. Et lorsque la guerre s'est terminée, ils l'ont expédié à un endroit où il passerait les 4 décennies suivantes en complète isolation. La prison de Spandau à Berlin-Ouest a été construite pour accueillir 600 détenus. En 1966, elle n'en comptait qu'un Rudolf Hess. Réfléchissez à cela un instant. Une massive forteresse du XIXe siècle, des centaines de cellules vides des couloirs conçus pour des foules, et un vieil homme avançant lentement dans le silence. Pendant plus de 40 ans, il a vécu seul dans cette immense forteresse, surveillée 24 heures sur 24 par 40 gardes opérant en équipe tournante. 4 nations se relayaient pour superviser son emprisonnement: les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Union soviétique. Chaque pays avait un mois de contrôle avant de passer au suivant. Le coût annuel pour garder un homme âgé enfermé était stupéfiant. Des millions de dollars dépensés pour maintenir une prison conçue, pour des centaines, tout cela, pour un seul prisonnier qui ne représentait aucune menace physique pour quiconque. Il passait ses journées à jardiner dans la cour de la prison, à lire des livres et à écrire des lettres à sa famille, lettres qui étaient fortement censurées avant de quitter le bâtiment. Alors pourquoi n'a-t-il pas été libéré? D'autres criminels de guerre nazis avaient purgé leur peine et étaient sortis libres. Albert Speer a écopé de 20 ans et est parti. Mais Hess, qui avait volé vers la Grande-Bretagne en 1941, avant même que la plupart des pires atrocités de l'Holocauste ne soient planifiées, n'a jamais été relâché. Son crime officiel était conspiration et crime contre la paix. Et pourtant, il a purgé une peine plus longue que presque quiconque. 3 des 4 puissances alliées ont finalement favorisé sa libération, mais les soviétiques ont constamment refusé.
Leur raison officielle était que la justice devait être rendue. Mais officieusement, Spandau offrait à la Russie quelque chose de précieux, un point d'ancrage légitime à Berlin-Ouest pendant la guerre froide. Et il y a une autre théorie. Les soviétiques avaient également des questions sur ce que Hess savait, et ils n'étaient pas les seuls. Au fil des décennies, d'étranges rumeurs ont commencé à circuler. Certains gardes travaillant à Spandau ont remarqué des incohérences dans l'apparence de Hess au fil des ans. Les dossiers médicaux étaient contradictoires concernant sa taille ou son poids et ses blessures antérieures. Voici la partie la plus étrange. Hess aurait eu une cicatrice de plaie thoracique de la Première Guerre mondiale, une marque visible provenant d'éclats d'obus qui aurait dû être évidente pour tout médecin l'examinant. Mais les médecins britanniques qui l'ont examiné dans les années 1940 n'ont fait aucune mention de cela. L'homme derrière ces barreaux était-il le véritable Rudolf Hess ? Ou quelque chose était-il arrivé à l'original, un double ayant été placé à sa place pour maintenir l'illusion ? Cela ressemble à de la fiction conspirationniste, mais en 2025, les mémoires posthumes d'un ancien agent des services de renseignement britanniques ont révélé que des doutes sérieux sur l'identité de Hess avaient été soulevés en interne au sein du MI6 dès 1943. Les soviétiques auraient exprimé des préoccupations similaires quant à savoir si le prisonnier était le véritable député Führer ou simplement un remplaçant commode. Que la théorie du double soit valable ou non, un fait est indéniable. Dans les années 1980, garder Hess emprisonné ne servait plus aucun but légal ou moral. À cette époque, la pression pour le libérer montait. Les défenseurs des droits de l'homme soutenaient que garder un homme de 90 ans en isolement était barbare. Son fils Wolf a lutté sans relâche pour sa liberté. Même certains anciens gardes ont publiquement appelé à sa libération. Mais certaines personnes ne voulaient pas que Hess soit libéré. Elles voulaient le réduire au silence. Dans les jours précédents, sa mort, Wolf a rendu visite à son père à Spandau. Selon Wolf, son père semblait faible mais mentalement alerte. Et puis, Hess a dit quelque chose qui entrait son fils pour toujours. Il lui a dit qu'ils allaient le tuer. 3 jours plus tard, Rudolf Hess était mort. Le 17 août 1987, des gardes de la prison de Spandau ont trouvé Rudolf Hess dans un petit abri de jardin. Un cordon électrique était enroulé autour de son cou. Il était affalé contre le mur inerte. Le verdict officiel est arrivé rapidement. Suicide à faire classé. Sauf que rien dans cette mort n'avait de sens. Hess avait 93 ans. Il était arthritique, presque aveugle et si faible qu'il pouvait à peine lever les bras au-dessus de ses épaules. Ses mains tremblaient constamment. Il avait besoin d'aide pour s'habiller le matin. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il avait réussi à enrouler un cordon électrique autour d'un loquet de fenêtre qui était hors de sa portée, à le nouer autour de son cou et à se pendre sans que personne ne s'en aperçoive dans une prison avec 40 gardes sous surveillance 24 heures sur 24 avec quelqu'un censé toujours le surveiller. Les preuves physiques soulevaient encore plus de questions. Des ecchymoses ont été trouvés sur ses poignets et son torse des marques suggérant une contrainte ou une lutte. Le schéma était incompatible avec ce que l'on pourrait attendre d'un suicide par pendaison. La porte de l'abri avait été verrouillée de l'extérieur, ce qui n'avait absolument aucun sens si Hess avait été seul lorsqu'il est mort. Les gardes ont signalé avoir vu du personnel inconnu près de l'abri de jardin peu avant la découverte du corps. Des objets ont été rapidement enlevés de la scène. Le personnel médical est arrivé en quelques minutes, effectuant ce que certains témoins ont ensuite décrit comme un nettoyage plutôt qu'une enquête. Son fils Wolf a refusé d'accepter le verdict officiel. Il a exigé une autopsie indépendante qui a été réalisée à l'université de Munich. Les résultats contredisaient le rapport britannique. Le pathologiste a trouvé des preuves suggérant une strangulation plutôt qu'une pendaison auto-infligée. Mais à ce moment-là, des éléments clés avaient mystérieusement disparu. Pendant des décennies, c'est là que l'histoire s'est arrêtée. Des chuchotements et des soupçons, mais aucune preuve. Puis c'est qu'est venue l'année 2025. Une source anonyme a téléchargé une série de documents classifiés dans l'archive d'un historien militaire en utilisant un cryptage lourd. Il a fallu des semaines pour vérifier leur authenticité grâce à une analyse linguistique judiciaire et un traçage des métadonnées. Mais les documents étaient réels. Ils étaient marqués « Jardin noir, yeux seulement ». Et ce qu'ils contenaient a envoyé des ondes de choc à travers la communauté historique. Les fichiers ont finalement confirmé ce que les chercheurs soupçonnaient depuis des décennies. Les documents ont révélé que le vol de Hess vers l'Écosse n'avait pas été une mission indépendante. Il avait transporté des messages au nom d'intermédiaires clandestins. Des aristocrates britanniques avaient rencontré des diplomates nazis dans le Portugal neutre avant la guerre.
Ils avaient discuté des termes de la paix. La Grande-Bretagne garderait son empire. L'Allemagne aurait les mains libres en Europe continentale. Ils avaient proposé de faciliter des contacts pouvant contourner Churchill et le gouvernement élu complètement. Et Hess savait tout cela. Nom, date, lieu de rencontre, tout le réseau. Les fichiers contenaient une correspondance entre des membres de l'élite britannique et des responsables allemands. Ils comprenaient des instructions codées et des procès-verbaux de réunion. Certains noms étaient expurgés, mais assez ont filtré pour révéler des connexions s'étendant au Parlement, aux renseignements militaires et même à des cercles proches de la monarchie. Peut-être le plus accablant était un mémo du MI6 de 1987, juste quelques mois avant la mort de Hess. Il indiquait que la containment devait être absolue et que l'exposition ne pouvait pas être permise à ce stade. La libération de Hess avait été signalée comme une menace potentielle pour la stabilité politique. Et puis, par coïncidence, il est mort. Le timing n'était pas une coïncidence. Pendant 46 ans, Rudolf Hess avait été maintenu en vie, mais réduit au silence. Son savoir était trop dangereux à libérer, mais l'exécution aurait soulevé trop de questions, alors ils l'ont gardé enfermé attendant. Et lorsque la pression pour le libérer s'est devenue trop forte, quelqu'un s'est assuré qu'il ne parle jamais. Rudolf Hess, c'était beaucoup de choses. Un nazi loyal, un croyant en une idéologie monstrueuse. Un homme complice de politiques qui ont détruit des millions de vies. Il a aidé à façonner les lois raciales qui ciblaient les Juifs à travers l'Allemagne. Il était un véritable croyant qui se tenait aux côtés d'Hitler pendant le chapitre le plus sombre de l'histoire humaine. Mais il était aussi autre chose. Un témoin. Un porteur de secrets que des personnes puissantes des deux côtés de la guerre voulaient enterrer à jamais. Son vol n'était pas de la folie. C'était une mission. Son emprisonnement n'était pas seulement une punition. C'était un containment. Et sa mort n'était pas un suicide. C'était un silence. Les documents de 2025 n'ont pas seulement exposé ce qui est arrivé à un homme. Ils ont révélé que l'histoire que nous pensions connaître avait été soigneusement éditée, que des aristocrates chuchotaient avec l'ennemi, que des gouvernements des deux côtés coordonnaient une dissimulation durant 8 décennies, et que le savoir d'un homme était considéré comme plus dangereux que les crimes qu'il avait réellement commis. Pendant 46 ans, Rudolf Hess est resté dans cette prison, non pas parce que la justice l'exigeait, mais parce que son silence était requis. Et quand il semblait enfin proche de la liberté, proche de la possibilité de dire ce qu'il savait, ce silence est devenu permanent. 4 nations le gardant. 40 gardes le surveillaient. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est mort seul dans un abri de jardin sans témoin. Faites-en ce que vous voudrez. Que pensez-vous qu'il s'est réellement passé dans cet abri de jardin ? Était-ce vraiment un suicide, ou Rudolf Hess était-il la victime de quelque chose de bien plus sinistre ? Déposez votre théorie dans les commentaires. Et si cette histoire vous a donné des frissons, partagez-la avec quelqu'un qui fait encore confiance aux livres d'histoire. Parce que certains secrets ne restent pas enfouis pour toujours, et parfois la vérité est plus étrange que tout ce que nous aurions pu imaginer.